Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Clément. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super. Aujourd'hui, on continue notre série sur les Pentest Cloud. On va aller sur le volet élévation. Puis, je vais faire la parenthèse au début parce que tu m'avais proposé élévation et privilège, puis là, tu me élévation et persistance, excuse. Et finalement, tu as décidé de retirer persistance justement parce que c'est un sujet très complexe en soi. Fait qu'on n'adressera pas la persistance ce coup-ci. On va juste parler de l'élévation dans les trois clouders et de les différences. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Oui, c'est ça. J'ai préféré retirer le côté persistance parce qu'on va le voir, certains aspects ou certaines features qu'on va pouvoir exploiter dans les environnements cloud pour l'élévation de privilèges sont aussi utilisés en persistance. Donc, je voulais éviter qu'il y ait un peu une incompréhension. Notamment, on va parler dans Azure des services principaux tout à l'heure. Ça peut être utilisé à la fois pour la persistance, à la fois pour l'élévation de privilèges. Donc, un épisode de chaque, c'est très bien, je pense, pour pas que ce soit non plus trop lourd. Alors, oui. Ce qu'il faut, en fin de compte, le truc, on en va encore en reparler. T'en as déjà parlé dans un autre épisode en plus. Je crois que c'était Alexandre, je sais plus trop, mais t'en as déjà parlé dans un autre épisode, mais tout sur le cloud repose sur les modèles IAM, sur les permissions et sur les rôles. Très clairement, ça va être vraiment aussi le cœur du sujet aujourd'hui. On va aller au travers des trois cloud providers, Azure, AWS et GCP. On va voir un peu justement les différences au niveau des modèles IAM très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, juste pour expliquer un peu en quoi ça impacte les capacités d'un attaquant pour l'élévation de privilèges. On va voir quelques exemples pour chaque ensuite environnement, pour Azure, AWS et GCP, quelques exemples un peu spécifiques des environnements, je dirais. Et puis éventuellement quelques tools qu'on peut utiliser aussi pour un peu automatiser tout ça ou pour gagner du temps en tant qu'attaquant. Évidemment, toujours de manière éthique, je précise. C'est sûr, être un attaquant éthique est essentiel. Non, parce qu'on va nommer des tools, mais voilà, toujours avec le bon disclaimer qu'il faut bien. Donc, si on doit vraiment faire un résumé de l'élévation de privilèges dans un environnement cloud, faudrait, je pense, dire que l'élévation de privilèges, finalement, elle est égale au rôle que tu auras, aux permissions IAM que tu peux avoir. Et elle va être spécifique, en fin de compte, justement, dans l'action que tu vas pouvoir faire en fonction du modèle IAM. On verra un peu les modèles rapidement. On verra que niveau complexité, clairement, le modèle IAM de Azure est le top one. On est vraiment sur du modèle compliqué. Et ensuite, on a GCP qui est un peu moins compliqué. Puis ensuite, on a AWS qui, selon moi, après c'est un avis aussi très personnel, est le moins compliqué, où on a juste des notions de policy qui sont tout de même assez compréhensibles. Voilà. Oui, puis tu mentionnais justement aussi qu'il y a une énorme différence sur là, on va parler un peu de persistance aussi. Un court passage, c'est que le fait que les concepts qu'on utilisait sur site sont très différents des contextes infonuagiques, puisque justement l'approche IAM est très différente, étant donné que on a construit une infrastructure sur site qui est énormément basée sur l'ouverture, puis on a fermé avec le temps. En général, quand on met en place en info nuagique, en cloud, on arrive dans des environnements qui sont en général relativement beaucoup plus fermés à la base et qu'on va ouvrir selon nos besoins. Donc, ça change un peu le concept. Fait que je vais te laisser approfondir ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, parce qu'on a parlé d'accès initial la dernière fois. Là, on parle d'élévation de privilèges, donc Privesc. Et en général, quand on regarde le Mitre Attack, on se rend compte que Privesc revient après persistance. Moi, je trouve que dans les environnements cloud, ça fait pas trop de sens. Après avoir fait pas mal de pentest, red team dans les environnements cloud, on se rend bien compte finalement que persister sans avoir Privesc avant, c'est quand même assez compliqué et qu'en général, dans la majorité des cas, ça va pas être possible. Donc en général, on va plutôt essayer de se dire, bon, on arrive sur des environnements cloud, quels accès on a, quelles permissions on a, quel rôle on a, quelles sont nos capacités pour élever nos privilèges potentiellement pour après mieux persister en fin de compte. Là où, quand on fait on a par exemple un red team sur du on-premise, à partir du moment donné où on compromet un compte utilisateur, où on a un beacon actif sur une workstation, on va directement persister avec le compte utilisateur, même si les domain users, on s'en fiche. L'objectif, c'est l'accès, en fait. Dans l'environnement cloud, finalement, je dirais que la persistance, elle est déjà au niveau, entre guillemets, des credentials qu'on va voir. Évidemment, si on a la capacité de persister dès le début avec les permissions qu'on a, on va le faire en tout premier. Mais très honnêtement, dans la majorité des cas, on va plutôt aller checker de la Privesc et des chemins d'élévation de privilèges et ensuite faire de la persistance. Donc oui, c'est important en effet.
Oui, tout à fait, puisque le setup n'est pas le même de toute façon en info nuagique. Puis justement, ça crée du bruit aussi différemment. C'est vraiment une autre réflexion, puisque on n'est pas dans un contexte où on est déjà techniquement rentré par peu importe le moyen qu'on est rentré en on-prem. C'est très facile d'avoir ça, justement, de tromper l'utilisateur puis de rentrer avec son compte, justement, d'avoir justement de la persistance. Quand dans l'autre côté, en info nuagique, cette notion-là d'avoir de la persistance sur le compte utilisateur est une notion qui est quasi inexistante de toute façon, là. C'est ça, c'est ça. Donc, je propose qu'on plonge dans le vif du sujet. Le premier dont on va parler, ça va être Azure. On va parler d'Azure en premier parce que je pense que c'est peut-être celui qui fait le plus mal à la tête. Puis on se dit, bah au moins on a mal à la tête au début, puis après ça va mieux après. Donc on va partir sur du Azure en premier. Déjà, il y a des choses aussi qui sont assez intéressantes, je trouve, en comparaison entre Azure et GCP, avant de partir dans Azure, c'est que très souvent, on va parler de Azure, mais quand on parle de Azure, bon, déjà, il y a beaucoup de choses. Il y a Azure AD, Azure RM avec les ressources. Donc déjà, c'est des choses différentes. Puis ensuite, on a Office 365. Quand on parle de GCP, on a GCP, vraiment les machines virtuelles, les ressources dans le cloud. Puis on a aussi Google Workspace avec Gmail, Drive et tout ce qui est collaboratif. Et en fait, je pense que ces deux modèles sont sont proches finalement. Donc on a à la fois, d'un côté, on a les ressources cloud, de l'autre côté, on a les outils de travail collaboratif finalement, les emails et tout ce qui est Word et Google Doc par exemple. Donc finalement, faut aussi, moi aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur, on parlera pas de Office 365 ou de Workspace, on parlera pas de Privé dans ces environnements-là, qui sont plus du SaaS, on parlera pas de persistance non plus là-dedans la prochaine fois. On va vraiment se concentrer sur vraiment les environnements pure cloud. Dans GCP, on parlera un petit peu à la fin juste de domain-wide delegation, mais ce sera très rapide. Donc dans Azure, réellement, ce qui est très important, déjà on va commencer par expliquer un peu la structure finalement pour comprendre comment on peut élever nos privilèges, parce que la structure de comment est construit Azure est assez intéressante et complexe justement. Et c'est complexe, donc c'est un bon point, puisque l'attaquant va avoir plus de mal à comprendre potentiellement, mais c'est aussi un mauvais point pour les défenseurs, parce qu'il faut aussi défendre et tout comprendre. Quand on parle d'Azure, déjà, en général, on parle d'Azure de manière large, mais il faut bien différencier Azure AD déjà, donc qui est la gestion en fait des identités, de l'autorisation et autres dans Azure finalement. On a un tenant, on a notre Azure AD. Dans notre Azure AD, on aura nos users, nos groupes, nos permissions, nos rôles, nos applications éventuellement, et nos services principaux. On va y revenir. Et on a Azure RM, qui est ce qu'on appelle grossièrement finalement Azure, et qui est en fait donc les ressources qui sont déployées dans Azure, donc les blob storage, les virtual machines, les Azure Functions et autres. Vraiment de la ressource cloud. Et quand on regarde un peu les modèles IAM là-dessus, justement, on se rend compte finalement que c'est pas très très clair. Parce que on a à la fois un modèle de permission qui est établi dans Azure AD, mais on a aussi un modèle de permission qui est établi dans Azure RM pour les ressources. Et on se rend compte qu'on peut avoir des droits en fin de compte spécifiques dans Azure AD, par exemple de pouvoir reset les mots de passe des utilisateurs, par exemple, mais n'avoir aucune capacité de nuisance sur des ressources cloud, par exemple, des virtual machines ou des blob storage, et de même pas pouvoir même être en capacité d'aller lire les lister. Ça, c'est important, je pense. Ce qu'on a dans Azure AD réellement, c'est que on a déjà des groupes, des users. À ces groupes et à ces users, on peut leur attacher forcément des permissions et des rôles. Dans Azure AD, on a ce qu'on appelle les directories, les assign roles. Enfin, dans les assign roles, on a les directory roles, dans lesquels on a par exemple le application administrator, global administrator. C'est des rôles un peu prédéfinis, enfin, qui sont prédéfinis par Azure, dans Azure AD, qu'on peut mettre à des users. Ces rôles-là, ils vont permettre notamment de gérer majoritairement l'identité, les accès et les permissions dans Azure AD. Par exemple, on peut avoir un user qui est global administrator, mais global administrator sur Azure AD ne veut pas dire, et c'est tous les droits, il a tous les droits, donc c'est le full admin dans Azure AD, ne veut pas dire qu'il a accès à la machine virtuelle. Il peut être global administrator dans Azure AD et ne même pas pouvoir lister les machines virtuelles. Bon, étant donné qu'il est global administrator, il pourra se mettre lui-même les droits, on s'entend. Donc, techniquement, il a les droits, mais par définition, quand tu es global administrator, dans Azure AD, tu n'as pas l'accès aux machines virtuelles, par exemple. Il faudra que tu aies justement ce qu'on appelle ils appellent ça du Azure Role Assignment. Donc, en fait, c'est des assignations de rôles Azure. Et c'est des rôles qui sont différents c'est du RBAC, c'est des rôles qui sont définis sur des ressources bien précises. Donc, par exemple, on va dire, il est global administrateur dans Azure AD, le user, mais il a aussi, par exemple, le virtual machine contributeur.
C'est-à-dire qu'il peut par exemple lister les machines virtuelles, faire certaines actions sur les machines virtuelles. Donc il a 2 rôles. Ce qui fait qu'il y a 2 endroits à checker en défense, en attaque aussi. Donc ça rajoute un petit niveau de complexité. Donc on voit déjà qu'il y a différentes choses. La manière dont c'est scopé aussi, c'est un peu différent. Parfois, on peut scoper une permission, par exemple, dans Azure, on a des ressources groupes, par exemple, des management groups ou des subscriptions. On peut aussi aller, par exemple, et là c'est un peu plus parfois, je dirais, mesquin, et c'est utilisé aussi pour de la persistance, par exemple, pour les groupes d'attaquants. On peut aller scoper, par exemple, un Azure Role, par exemple, un virtual machine contributeur, au niveau d'une subscription. Donc on dit le user, il est virtual machine contributeur sur la subscription directement. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous de la subscription, s'il y a plusieurs ressources groupes, par exemple, il va pouvoir en fin de compte avoir ce même droit partout. Et s'il y a plusieurs virtual machines dans plusieurs ressources groupes, il aura en fin de compte ce virtual machine contributeur, cette permission sur tout ce qu'il y a en dessous. Donc c'est utilisé pour la persistance, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont utilisées, c'est pour montrer un peu le niveau d'un peu de complexité. Et je pense qu'il est intéressant à ça, là-dedans, c'est que tu peux rajouter encore un autre niveau, puisque du coup, c'est pas assez pour Microsoft. On rajoute encore un autre niveau quand on parle aussi de ce qu'on appelle la MS Graph API, donc l'API MS Graph, Microsoft Graph. Et en fait, c'est l'API notamment qui a été utilisée, par exemple, pendant la campagne SolarWinds, où, en fin de compte, les adversaires, les attaquants, en fait, ils sont target, en fin de compte, des service principal dans Azure, qui sont, entre guillemets, comme des compte de service dans du on-premise, un petit peu, on va dire, grossièrement, pour accéder, par exemple, à des boîtes mail Office 365. Donc, en fait, ils se sont servis d'un autre niveau, finalement, de droit dans Azure, qui n'est pas dans Azure AD ni dans Azure RM, qui est dans Azure AD, mais qui fait partie du MS Graph API, qui est souvent pas connu, ou très peu connu des équipes de défense. Et cette API MS Graph, en fin de compte, permet notamment, par exemple, d'aller accéder et faire le lien et le pont, en fait, finalement, avec l'environnement dont on parlait tout à l'heure, Office 365. Et par exemple, dans le cas de SolarWinds, c'était l'accès à toutes les mailbox de Office 365. Mais ça peut être l'accès à tous les fichiers OneDrive, par exemple, aussi. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que on peut être dans Azure, avoir un user, avoir des droits dans Azure AD, potentiellement avoir des droits sur des ressources dans Azure RM, des virtual machines, potentiellement avoir des droits qui sont mis sur on appelle ça scope level, sur une subscription par exemple au-dessus, donc il va falloir aller lister la subscription par exemple directement les permissions qu'elle a. C'est-à-dire que là c'est un peu du resource level, finalement on se dit on doit aller sur la ressource, sur la subscription par exemple, pour savoir qui a accès à la subscription avec quel droit. Et on peut aussi avoir des permissions indirectes via l'API Microsoft Graph. C'est pour ça que je dis que ça faisait mal à la tête. Hein, parce que là, c'est quand même compliqué. Ouais, le niveau graph, il est malheureusement peu connu par les équipes de défense. Pourtant, c'est tellement utile, pour les équipes de défense et de comprendre comment celui-ci fonctionne, parce qu'on le retrouve également dans les apps qu'on rajoute aussi, tous ces éléments-là, on retrouve cette logique-là ailleurs dans Azure et qui est essentielle à comprendre justement pour savoir. Et de plus en plus, les attaquants s'y intéressent puisque c'est une façon de contourner certains contrôles qui sont que des contrôles d'interface, que je trouve dommage que ça soit juste des contrôles d'interface. Le Graph API ou le PowerShell ne sera pas contraint par ces limitations-là d'interface ou ces contraintes ou ces blocages qu'on met dans les interfaces. C'est ça, exactement. Si tu me fais vraiment une bonne parallèle sur le premier point, justement, un des premiers exemples un peu d'élévation de privilèges ou de capacité qu'un attaquant a élevé ses privilèges là, on va parler dans Azure AD, en première étape. Je nommerai quand on sera dans Azure RM, Resource Manager, où il y a les ressources, et Azure AD, parce que c'est important. Donc là, on est dans Azure AD. On imagine qu'on compromet un utilisateur, ou qu'on n'a pas Spray, ou peu importe, un utilisateur qu'on a accès. On se rend compte très souvent dans les environnements Azure AD que très souvent c'est les configurations par défaut qui sont laissées. Les configurations par défaut elles sont quand même assez dangereuses parce que notamment quand tu as un simple user, tu peux par exemple lister tous les objets du directory Azure AD. Donc par exemple tu vas pouvoir lister tous les users, les groupes membership, les emails, tous les users qui sont synchronized depuis le on-premise ou pas. Potentiellement tu vas récupérer une grosse liste de users valides en plus, du coup tu sais qu'ils sont valides. Potentiellement ces users, t'as des comptes de service qui viennent du on-premise ou des comptes legacy avec des mots de passe pourris par exemple, qui vont pouvoir s'authentifier sur Azure AD directement, donc c'est plutôt intéressant. Peut-être même qu'ils ont des droits dans Azure AD.
Donc ça, c'est un des premiers points, parfois d'élévation de privilèges, c'est de se dire, c'est pas vraiment un point d'élévation de privilèges, mais c'est de se dire, on a un compte, mais on a accès à tellement d'informations que ça peut nous permettre d'aller élever nos privilèges en réutilisant un compte pour refaire un password spread derrière, par exemple. On a une liste de usernames et d'emails qui sont valides, on va potentiellement pouvoir refaire un password spread derrière. On peut même très souvent, et de toute façon, c'est le cas dans toutes les pentests que j'ai fait dans Azure, c'était le cas. On va aussi avoir des comptes qui sont, on a très souvent les conditional access policy qui sont déployés. Donc de base, les utilisateurs vont finalement enlever en fait le Azure Security Default. Ils vont mettre des conditional access policy. Très souvent, on se rend compte que ces access policy sont pas forcément toujours bien mises. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que tous les users ne peuvent pas avoir, par exemple, du MFA. Il faut forcément, par exemple, à un moment donné, que tu as un compte qu'on appelle ça un compte brise-glace finalement, un compte au cas où il y ait le feu, qui n'est pas de MFA. Parfois, tu as des collaborateurs qui ne veulent pas avoir de MFA, ou pour des raisons bien précises, business, ils peuvent pas avoir du MFA pour des raisons de métier. Donc, tu te rends compte aussi que tu peux lister dans Azure AD, par exemple, aussi des groupes. Les groupes sont assez en général au niveau de la syntaxe parlant. Donc, quand tu vois que c'est un groupe qui a entre guillemets ce groupe-là, c'est le groupe pour non au MFA et pour bypass le conditional access policy, il suffit de lister les users qui sont dans ce groupe et de faire un password spread sur ces users. Clairement, ce sera plus simple. Parce que si tu casses un mot de passe, il n'y aura pas de MFA, on s'entend. Donc, très clairement, c'est des choses qu'on voit, nous. C'est pas de l'élévation de privilèges directe, mais c'est beaucoup d'informations qui permettent réellement de l'élévation de privilèges derrière ou d'accéder à d'autres accès. On a aussi, comme autorisation de base dans Azure AD, la possibilité d'enregistrer des applications malicieuses. Enfin, des applications. Pas malicieuses, évidemment, mais des applications. Ça s'appelle Register New Application. Et en fin de compte, cette idée, c'est d'enregistrer ce qu'on appelle des app registration, donc des applications dans Azure. Ces applications dans Azure, elles vont tourner avec ce qu'on appelle un service principal. C'est en fait une identité. L'application, il faut qu'elle tourne en tant que quelqu'un pour accéder, par exemple, comme on disait tout à l'heure, au mail, au OneDrive et autres, ou même à des ressources. Il faut qu'elle ait en fait la capacité de rouler en tant que quelqu'un. Et on lui donne pas en fait un compte user, puisqu'on voudrait pas lui donner de mot de passe ou peu importe. Donc on lui donne un service principal. Le mot de passe est défini, puis il est rotate, un peu comme du service account finalement dans du on-premise. Un peu la même chose. On se rend compte que si un utilisateur en compte peut enregistrer une application, on a un petit problème. Parce que ce qu'on rend compte en fait, c'est quand on a parlé de initial access la dernière fois, on a dit qu'en tant qu'attaquant, on pouvait enregistrer une application malicieuse, malveillante, demander des droits à l'application, dire par exemple je pourrais lire les emails de l'utilisateur, l'envoyer à un user, et que si user consent, enfin grant les droits à l'application avec vraiment la belle page de Microsoft Consent Grant là, et ben si c'est le illicit consent grant attack justement, si l'utilisateur autorise l'application, on récupère les droits de l'utilisateur, donc avec les permissions qu'on a demandées, donc lire les emails. Oui. Puis, on se rend compte, ouais. Dans mon expérience, 9 fois sur 10, ils vont les accepter sans même les lire. Puis ça les achale, puis pour l'avoir vu de l'autre côté, où il y a des utilisateurs qui voulaient vraiment rajouter des applications, puis c'est un effort légitime. Ils s'en balancent que l'application puisse lire tout leur profil ou tout faire. Ils s'en foutent, là, c'est fou. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est très important pour les admins qui sont dans Azure de bien configurer justement le droit en fin de compte d'accès qu'on ces applications externes, les consent en fait right finalement. Donc de se dire, on a 3 niveaux dans Azure AD. On a vraiment l'application. Elle peut faire ce qu'elle veut. Ensuite, on a l'application, l'utilisateur, il ne pourra jamais donner de droit à l'application, il ne pourra rien faire. Puis on a le milieu, entre guillemets. En général, c'est le milieu qui est configuré, c'est l'utilisateur peut consent à l'application si elle est émise depuis le même tenant. C'est ce qu'on voit parfois configurer, mais en général, ce qu'on voit configurer, c'est que c'est le truc par défaut, c'est l'utilisateur, en fin de compte, peut dire oui à toutes les applications externes. Bon, très bien. Alors évidemment, si je demande, par exemple, imaginons, moi je sais pas, des permissions un peu qu'on appelle administratives finalement dans Azure AD via la Graph API, ce sera pas autorisé parce que du coup il y a quand même des restrictions que Microsoft Azure a mis en place. Heureusement, ce qui n'était pas le cas. Attention, à l'époque, c'était bien différent au tout départ. Maintenant, c'est le cas, donc ça restreint quand même l'utilisation de cette attaque. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que on a même des entreprises qui mettent du coup la validation en fin de compte de l'application par l'utilisateur et qui dit finalement, je veux que mon utilisateur puisse consentir à des applications et dire oui, je veux bien donner mes droits ou mes permissions à l'application, uniquement si l'application elle est créée depuis mon tenant.
Ce qui veut dire que si mes développeurs créent une nouvelle application, bon, j'ai pas besoin de passer par tout un processus de validation, que j'envoie un email à quelqu'un, les utilisateurs peuvent consentir. Sauf que, en règle générale, il laisse aussi le paramètre par défaut qui permet à tous les utilisateurs du Azure AD et du tenant de register une nouvelle application. Donc finalement, on se rend compte que une fois qu'on est en interne, on a pas mal de droits en fin de compte qui vont nous permettre par exemple de créer une nouvelle application en tant qu'un utilisateur et de potentiellement envoyer cette application par exemple dans un email du spear phishing finalement interne un peu à un autre utilisateur, et là du coup il y aura pas de restriction. Donc ça c'est intéressant. Donc en général c'est des paramètres par défaut qu'on essaie de revoir. Il y a vraiment tout un set un peu de paramètres par défaut qui viennent avec un environnement Azure AD dans un tenant et qui mérite d'être vu. Ensuite on en a parlé tout à l'heure et on va y revenir du coup, c'est ce qu'on appelle le MS Graph API Abuse, c'est l'abus en fin de compte de tout ce qui est l'API Microsoft Graph. C'est intéressant parce que un exemple concret qu'on a eu dans un des pentests qu'on a pu faire, on a un compte qu'on a compromis qui a la permission dans Azure AD qui s'appelle AZ Reset Password. Bon, comme le nom l'indique, qui permet de reset un password. Et il avait cette permission sur un compte qui s'appelait SVC Backup. Bon. Donc on se dit, c'est cool, déjà c'est un compte de service, il peut reset le mot de passe d'un compte de service. Bon, très bien. Donc on peut reset le mot de passe du compte de service, c'est très bien. Donc on va faire le POC jusqu'au bout, on le reset, on a accès au compte de service. Puis quand on liste un peu le chemin finalement, pour ça il y a un très bon tool qui s'appelle Azure Hound, qui est l'équivalent un peu de Bloodhound que tu as pu présenter dans un épisode précédent, mais qui est un peu l'équivalent de Bloodhound pour le cloud et pour Azure. Et en fait, on se rend compte dans Azure Hound finalement que ce compte-là, le SVC Backup, donc à qui on a resté le mot de passe, il est owner en fait d'une application Azure, donc d'une app registration finalement qui est enregistrée dans Azure AD. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les applications dans Azure, elles tournent en tant que des services principaux. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que on a un service principal l'application run en tant qu'un service principal. Nous, la prochaine étape, vu qu'on est le SVC Backup, qui est owner de l'application, c'est qu'on se dit, étant owner de l'application, on peut en fait reset le mot de passe du service principal qui est lié à l'application, ou mettre un nouveau mot de passe. Chose très intéressante. Donc, mais quelles sont les permissions de l'application ? Parce que c'est ça la question. Et c'est là qu'on va abuser en fin de compte les permissions, les MS Graph API, qui sont setées en fin de compte sur l'application. Et donc on avait le compte, tout départ, qui reset le mot de passe du SVC Backup, qui est owner de l'application, qui elle tourne en tant qu'un service principal. Donc en listant les droits de l'application, on se rend compte que l'application, elle a pas mal de droits pour MS Graph API qui sont autorisés. Notamment, on a le droit qui s'appelle file read write all, qui en fin de compte, comme son nom l'indique, lire et écrire tous les fichiers, sur tous les fichiers, donc qui feront référence notamment à OneDrive. On a ensuite user read write all et autres. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de droits finalement pour accéder à tous les fichiers, par exemple, pour écrire. Et donc ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, on a une élévation de privilège, parce qu'on a un user qui pouvait juste reset le mot de passe d'un compte, qui était un compte de service. Mais ce compte de service était owner d'une application, qui, elle, avait des droits dans l'API Microsoft Graph API. Donc là, on a un chemin un peu d'exploitation indirecte et une élévation de privilèges possible. Donc tout ça se fait avec le reset du mot de passe du compte SVC Backup, du premier compte. Ensuite, on met un nouveau mot de passe sur le service principal où on peut aussi déployer un certificat si on veut, mais c'est plus compliqué. Et on impersonnifie après le service principal en se connectant avec les nouveaux credentials. Et le service principal, l'application run en tant que service principal, donc on a l'accès en lecture, en écriture par exemple là au OneDrive. C'est plutôt cool. Ça fait aussi un pont entre l'environnement vraiment pur Azure AD et le Office 365. Ça c'est pas mal. On parle du coup de service principal. L'autre technique d'élévation de privilège aussi, pas mal utilisée, c'est ce qu'on appelle le hijacking de service principal. C'est très simple. On a la possibilité, comme là par exemple, d'aller modifier une application ou un service principal. On va tout simplement setter un nouveau mot de passe sur le service principal. C'est des choses qui sont en général très mal monitorées, on va être honnête, très mal détectées, qui permettent aussi de persister de manière assez discrète. On en reparlera dans la persistance.
dans notre cas de figure, nous, ça va nous permettre d'élever nos privilèges, puisque finalement, comme on l'a vu là à l'instant, on reset le mot de passe du service principal. On a du coup accès après, au niveau de l'application, aux droits qu'elle a et aux permissions Graph API qu'elle peut avoir. Donc là, c'est un peu pour expliquer un peu tout le souci qu'il y a avec le MS Graph API et puis le fait que ça manque de détection, premièrement. Ça manque de clarté aussi, moi, je trouve, très clairement, dans le portail à Azure AD, par exemple, dans la QE Graphics. Je trouve que ça manque vraiment de clarté. Même dans les command lines, c'est assez difficile. On a nos applications, on arrive à lister le service principal qui sont liés, on voit que le service principal il est lié à telle application ID. D'accord, mais quels sont les droits? Ah, mais pour avoir les droits, il faut cliquer ici, 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 ici. Il faut comprendre que c'est les droits d'API d'une API. Et il faut comprendre les droits après. Parce que quand moi je vois files, read, write all, très clairement, ça me dit pas grand chose. Puis la description me dit juste, read and write files in all site collection. Ouais, ça me dit pas grand chose finalement, en tant que défenseur non plus. Donc honnêtement, c'est bien compliqué. Il y a beaucoup de recherches qui est faite à ce niveau-là, justement, sur l'abus des applications, des Azure Applications, l'abus des services principaux, par notamment les gars de SpecterOps, et notamment le chercheur qui s'appelle Andy Robbins. Donc c'est vraiment des choses qui vont, je pense, d'ici les prochaines années, être de plus en plus prévalentes dans les environnements cloud et dans les potentiels incidents cloud aussi. Donc vraiment à surveiller. Par exemple, en tant qu'attaquant, en tant que défenseur, en tant que défenseur, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une revue, parfois, de ces applications qui sont registered. Faut savoir quelles applications sont registered, ils ont quels droits, quels users, par exemple, ont consent à quelle application, avec quels droits. C'est quand même intéressant de savoir que, je sais pas, j'ai un développeur qui a consent à une application dont je n'ai pas connaissance, puis il a consent avec des droits un peu trop élevés. Donc faire une revue de ces choses-là, c'est extrêmement intéressant. Une revue des services principaux aussi, c'est extrêmement intéressant de vérifier et de monitorer quand les mots de passe sont changés, par exemple sur un service principal, en capacité de le détecter. C'est aussi extrêmement intéressant. Parce que c'est des schémas que les attaquants savent, qui sont moins monitorés et qui sont à utiliser actuellement. On le voit dans SolarWinds, ça a été utilisé. Puis SolarWinds, on s'entend, c'était pas non plus il y a un mois quand même. Je dis pas que c'est vieux, mais ça commence à faire un peu plus son temps quand même. Donc les attaques ont clairement continué dans cette voie-là pour Azure AD. Donc c'est intéressant. C'est un chemin d'élévation de privilèges et de persistance qui est intéressant. Oui, absolument. Puis de toute façon, on l'a vu avec l'attaque, avec la clé MSA qui est justement est passée strictement par ce côté-là. Et justement, la clé était mal scopée. En tout cas, bref, l'API était mal scopée. Il y a il y a des petits défauts côté Microsoft qui ont été heureusement corrigés depuis, mais qui ont permis l'étendue de l'attaque. Dans ce cas-ci, là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a réussi à voler cette clé-là à tous les jours. Mais il demeure que ces petites ratés-là d'API vont se retrouver ailleurs, puis soit volontairement parce que les organisations l'ont mal géré, ou peut-être des petits chemins complexes que Microsoft n'a pas bien décrits, qui vont être difficiles à venir sécuriser correctement. Là. Absolument, absolument. Et il y a l'autre point qui est par rapport au service principal, souvent on fait le lien ou le parallèle dans Azure AD parce que finalement c'est ces choses-là et Azure parce qu'on a dans Azure AD des services principal, mais on a aussi dans Azure des managed identity. Et en fait, c'est important, parfois on fait le lien avec ça parce que des fois il y a des cas de figure où on peut utiliser le service principal ou la managed identity. Et c'est un des cas justement d'abus et d'élévation de privilèges qu'on voit souvent, qu'on peut rencontrer. C'est par exemple, on va abuser, on va compromettre une machine virtuelle ou une Azure Function. Et la machine virtuelle ou la Azure Function, elles sont configurées avec une managed identity. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil que pour une application Azure AD, finalement. C'est de se dire que l'Azure Function ou la machine virtuelle, elle doit être runnée en tant que quelque chose. On va pas lui donner des credentials, on lui donne une managed identity. Et en fait, cette managed identity, elle peut être, en fait, on peut récupérer des access tokens ou des clés et on peut en fait la réutiliser. Donc, dans le cas, par exemple, d'une compromission d'une Azure Function, on va se dire, OK, on a compromis une Azure Function, c'est bien, mais c'est quoi la prochaine étape? On va modifier le code, on peut backdoor, persister, bon, d'accord, mais quels sont les droits de la Azure Function? Peut-être que la Azure Function, elle va lire dans le Key Vault, peut-être qu'elle a des droits de lecture dans le Key Vault, qu'elle a accès à des secrets bien précis, et ça nous intéresse. Mais pour avoir accès à ça, en règle générale, et pour se faciliter aussi la tâche, on va finalement récupérer ce qu'on appelle la managed identity de la Azure Function pour justement récupérer ses permissions et élever nos privilèges. Pareil dans les virtual machines, c'est la même chose. L'idée, ça va être de récupérer l'identité pour pouvoir aller justement être entre guillemets la machine virtuelle.
ce serait un peu comme, je dirais, si on compare sur du on-premise, un peu comme un token finalement dans Windows, entre guillemets. C'est quelque chose qui va être utilisé pour l'identification, mais et qu'on va récupérer, qu'on va réutiliser. Donc, la managed identity, c'est aussi des choses qu'on peut abuser dans les Azure Functions, les virtual machines. S'utilise dans d'autres services, hein. Azure, évidemment, Azure RM, cette fois-ci. Dernier petit cas de figure dans Azure, que c'est des cas de figure que je rencontre souvent, donc c'est les users qui sont contributeurs. Alors ça, dans Azure, on a en fait on a différents rôles, différentes permissions, mais si on revient un peu à la base de ce que c'est, au tout départ, Azure, il y avait trois rôles. Il y avait owner, contributeur et viewer. Donc ils ont démarré ça, ils ont dit non, mais 3 rôles, c'est bon, ça suffira. Bon, on se rend compte que c'est un peu léger, hein. Non, mais en fait, hormis la blague, en fin de compte, c'est un peu ce qu'on appelle les fundamentals roles ou les primitive roles. C'est vraiment les rôles primitifs qui étaient définis au tout départ. Notamment, il y en a peut-être un quatrième qui est user access administrator. Mais bon, il y avait 4 rôles au tout départ qui étaient définis: owner, contributeur, viewer et user access administrator. Évidemment, le owner, comme son nom l'indique, il est owner, donc c'est le plus haut niveau. Donc, par exemple, l'utilisateur pouvait être owner sur la subscription, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous, les ressources groupes, les ressources, il a tous les droits. Mais très souvent, ce qu'on voit, nous, c'est que les users, parfois, sont mis en tant que contributeurs. Donc, un user classique ou même un développeur est mis contributeur, ce qui est un droit beaucoup trop large, qui est mis contributeur, par exemple, sur une subscription ou sur une machine virtuelle. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que quand tu es mis contributeur, étant donné que c'est un rôle primitif, dans ces rôles, en fin de compte, primitifs, dans ces rôles, il y a des permissions qui sont listées. Les permissions, tu peux les lister quand tu vas dans Azure, en PowerShell par exemple, ou dans Azure AD en GUI, tu peux lister en fin de compte toutes ces permissions. C'est pas forcément évident à trouver, mais bon, ça se trouve facilement. Et tu peux lister toutes les permissions, tu vois toutes les permissions qu'elle a sur toutes les différentes ressources. Qu'est-ce qui se passe quand tu es contributeur ? C'est qu'en fin de compte, pour un attaquant, c'est extrêmement intéressant, parce qu'un user qui est contributeur sur une machine virtuelle, par exemple, ou sur une subscription, qui a des machines virtuelles, il peut exécuter en fin de compte des commandes sur une VM. Quand il exécute des commandes sur une VM en tant que contributeur, il exécute soit en NT Authority System sur un Windows, soit en root. Donc on a un bon chemin là, parce qu'on se dit ok, tout à l'heure on a parlé de managed identity dans les machines virtuelles, ça veut dire que là on a un petit chemin en fait. On se dit on a un user qu'on compromet, qui est contributeur, il exécute du code sur la VM en tant qu'NT Authority System par exemple, donc il a full admin, hein, full access. Il récupère la managed identity qui a encore d'autres droits plus élevés. Donc on a 2 élévations de privilèges comme ça. Et à savoir que dans le cloud, c'est important, on est au fait de se dire élévation de privilèges sur du on-premise, c'est très souvent de user à admin, de admin à NT Authority System, ou de domain user à domain admin, ou de domain user à n'importe qui privilégié. Dans le cloud, c'est un peu différent. Dans le cloud, en fin de compte, élévation de privilèges, ça va être plus, on pourrait appeler ça plutôt élévation latérale, je sais pas trop finalement. En fait, l'idée c'est de se dire qu'on a accès à autre chose que ce qu'on a accès initialement. Si le user il a juste accès à son Azure AD et je sais pas moi un blob storage par exemple, et le fait qu'il puisse accéder à une machine virtuelle exécuter de la commande, c'est une élévation de privilège déjà. S'il récupère la managed identity de la machine virtuelle et qu'elle a d'autres permissions, même si c'est juste aller lire un autre blob storage différent de celui qu'il avait accès initialement, c'est une élévation de privilège aussi, puisqu'il a modifié ses privilèges finalement. Donc c'est plus ça comme élévation de privilège. Évidemment, après il y a des choses qui sont très typiques. Si on a accès à une machine virtuelle dans le cloud, c'est la même chose que si on a accès à du on-premise, hein, ça reste une machine virtuelle, on peut faire la même type d'élévation de privilège. Mais c'est un peu l'idée. Voilà. J'aime bien l'idée de channeler à travers une VM ce genre de choses-là. Ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais admin de domaine de choses NT4, dans lequel on avait des domaines qui étaient reliés, puis on avait une certaine époque, on avait une structure de domaine quand même assez immense, qui avait le domaine les domaines de ressources plus le domaine d'utilisateur, et on avait un domaine de ressources qui refusait que les admins, qu'on avait maintenant la global admin, mais les administrateurs globaux étaient d'accès dans leurs environnements. Fait que ce qu'on faisait, c'est on hijackait justement exactement de la même façon. On payait le compte de service dans le domaine de ressources qui nous interdisait l'accès. On leverageait dedans, on rentrait dedans, puis là, on allait faire nos tâches, puis on disparaissait, personne n'avait rien vu. On avait respecté dans le principe l'idée de séparation du domaine de ressources parce qu'on ne voulait pas que les admins le voient. La réalité, c'est que comment ça fonctionnait, on avait nécessairement les accès parce qu'on avait accès à ces mots de passe-là, puis bref.
dans le temps, dans une époque, là, on parle d'une époque NT4, là, on serait plus capable de faire ce genre de choses-là dans des domaines, maintenant des Active Directory modernes, ça. Les structures ont beaucoup changé, puis maintenant, si on va même sur des comptes de services gérés, c'est encore plus difficile d'y arriver à ce genre de choses-là. Mais à cette époque-là, on avait utilisé une structure qui était similaire à hijacker comme ça, puis bref, c'est logique. Ça, mais... C'est la même logique un petit peu. C'est vraiment la même logique. Notamment, par exemple, si je parlais tout à l'heure des tools que vous pouvez utiliser, bon, très clairement, déjà, tout ce qui est command line, bon, en PowerShell, dans Azure, vous avez pas mal de choses. Vous avez AZ, vous avez le module AZ, vous avez le module Azure AD, AZ Connect. Enfin, vous avez vraiment plein de modules dans PowerShell que vous pouvez utiliser. En général, ils sont plutôt sympas. Vous avez le tool aussi de Dirkjan, qui s'appelle Road Tools. Vous avez le Azure Hound, évidemment. Bon, il y a plein de tools après qui sont utilisables. PowerZure aussi, plutôt qu'un bon tool. Mais très clairement, je dirais que déjà un Azure Hound, si vous le lancez, c'est vraiment l'équivalent de Bloodhound, va vous permettre d'avoir une idée des potentiels chemins d'élévation de privilèges, notamment, il est très bien pour ce qu'on a parlé des abus de MS Graph API, de Service Principal, des choses comme ça. Ça va être déjà vachement intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a de visible en fait. Ça c'était un peu pour Azure, c'est un peu rapide, mais c'est un peu pour avoir une idée du comment faire. Si on parle de AWS un petit peu, là sur AWS, on va être sur des choses où on va vraiment plus dépendre, je dirais, du modèle IAM et des permissions qui sont cédées. AWS, je trouve que c'est le plus simple à comprendre de tous, parce que tout se base sur, entre guillemets, de la policy. On a une policy, la policy définit qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, c'est tout. Bonne nuit, au revoir. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, hein, parce que on a différents types de policies. On a les inline, les customer, les manage. Puis on a aussi différentes, je dirais, sets de policies. On a différents niveaux où ça peut être appliqué. Ça peut être identity-based ou resource-based. Mais en soi, c'est plutôt quand même assez simple à comprendre. C'est des fichiers JSON assez lisibles rapidement. Là où c'est compliqué dans AWS, attention, faut pas non plus dire que c'est trop simple, c'est le level, en fin de compte, des policies. Parce qu'une policy, en fin de compte, elle est évaluée suivant un schéma bien précis. Elle commence avec un deny. C'est-à-dire que tout départ, on va valider s'il n'y a pas une policy qui dit je deny tout, en fait, pour ce user-là, par exemple. Si c'est ça, on s'arrête ici. Après, on va passer sur les organization policy. À ce niveau-là, c'est le deuxième niveau de validation. Et en fait, dans AWS, ça se passe comme ça, se passe en niveau un peu de validation. Au deuxième niveau de validation, dans la organization policy, on appelle ça des organization SCP, faut déjà avoir une organisation, on s'entend, hein. Tout le monde n'a pas une organisation déjà. Mais quand on a une organisation, déjà, on va voir s'il n'y a pas des policies qui sont mises sur l'organisation bien précis. Le user, par exemple, tous les users dans l'organisation ne peuvent pas faire telle action. Bon, très bien. Dans ces cas-là, hop, on peut pas. Ensuite, on va passer sur les resource-based policy. On a dit, par exemple, le user, peut-être il a des droits sur un EC2, mais sur le C2, la machine virtuelle bien précise, par exemple, non, il y a une resource-based policy qui empêche telle action. Bon, très bien, on peut pas. Ensuite, il y a les IAM permission boundary, il y a les session policy, et ensuite, il y a les identity-based policy. Et en fait, on se rend compte dans AWS que ça se passe comme ça. Malheureusement, c'est pas implémenté partout, ce niveau de segmentation des policies au niveau des différents levels. Nous, ce dont on parle aujourd'hui, c'est réellement le cas de figure un peu classique où on a de l'IAM-based policy, on a vraiment de la policy qui est créée. Ça va vraiment dépendre de notre élévation de privilège, justement, de la policy qu'on a sur l'utilisateur qu'on a compromis, en assumant qu'on a compromis un utilisateur. On va assumer autre chose tout à l'heure, quand on compromet par exemple un EC2, une VM en tant qu'accès. On a vu dans l'épisode de Initial Access qu'on peut compromettre un composant, une ressource cloud, par exemple une machine virtuelle, un EC2, dans AWS, mais qu'on peut aussi compromettre un user, un password spray par exemple. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est dans AWS, on se rend compte de quelque chose aussi, c'est qu'au niveau du password spray, on n'a pas trop de lockout. En tout cas, moi, sur des différentes tests que j'ai fait, j'avais pas de lockout sur des comptes utilisateurs. Et sur la password policy, j'étais pas en mesure, en fin de compte, de définir un lockout bien précis. Il fallait vraiment passer par d'autres mécanismes. C'est un peu plus compliqué. C'est un souci parce que pour le password spray, il y a des limitations au niveau d'Amazon, au niveau de l'IP, du throttle et autres. Mais bon, on s'entend que c'est pas non plus idéal. Donc, assumons qu'on compromette un user. Il y a plein de techniques possibles en fin de compte, parce que si on arrive et qu'on a telle permission, on va pouvoir faire telle chose. Si on a telle permission, on va faire telle chose. Si on arrive et qu'on a rien dans AWS, qu'on n'a aucune permission, on pourra rien faire. On pourra même pas lister les users, par exemple, même pas lister ses mêmes propres droits. Donc, très bien. Une des techniques assez utilisées, mais ça nécessite toujours la permission
équivalente, hein, c'est de créer une nouvelle access key pour un utilisateur. Les access keys sont malheureusement très mal revus et mal audités en général. On se rend compte qu'on a des users parfois qui ont 3 access keys, on sait pas trop pourquoi, que la dernière a utilisé il y a 1 an et puis qu'elle est plus utilisée depuis 1 an. On se dit dans ces cas-là, supprime-la peut-être, non, ça serait mieux avant qu'elle fuite quelque part ou qu'elle ait déjà peut-être fuité. Donc ça, c'est une des techniques d'évasion de privilèges assez sympa où on peut créer une access key pour un user. Ça nécessite la permission, c'est IAM create access key, qui est quand même une permission assez élevée, mais qui peut potentiellement avoir été mis à un moment donné pour un besoin précis, oublié, qui peut potentiellement avoir été mis aussi pour, on parlait tout à l'heure de persistance, c'est aussi un bon moyen de persistance, hein. On compromet un user, on se met cette permission, IAM create access key, n'importe quand on revient, on a la possibilité de créer une access key pour tous les utilisateurs, par exemple. Si les access keys sont pas correctement revus, ça nous donne un moyen d'évasion de privilège assez intéressant. Toujours limité, évidemment, puisque il nous faut la permission. On voit aussi la capacité souvent d'ajouter un user à un groupe, IAM add user to group par exemple. Donc là, c'est très simple, hein, on va ajouter un utilisateur à un groupe. Celle qu'on utilise nous le plus souvent et qui est, je dirais, un peu la plus sneaky entre guillemets, plus que l'access key, c'est d'attacher une policy à un user ou d'updater une policy. Si on a la possibilité d'updater une policy ou d'attacher une policy à un user, c'est attach user policy, très simple. On a souvent la possibilité de à la fois persister et élever nos privilèges. L'objectif en général, ça va être d'attacher une policy qui a des droits plus élevés, évidemment, que la policy qu'on a actuellement. Donc imaginons qu'on a la possibilité actuellement de seulement lire un S3 bucket bien précis. Peut-être que, tiens, à part de lire un S3 bucket, on va se dire S3 / étoile. Tu vois, au lieu de dire S3 avec le nom du S3 bien précis, du bucket bien précis. On élève nos privilèges directement. Alors évidemment, c'est toujours... on pourrait dire, ouais, mais c'est pas vraiment une évaluation de privilège, t'as juste accès à des S3. C'est une évaluation de privilège par rapport à ce qu'on avait initialement. Enfin, c'est ça l'idée qu'il faut se dire. L'autre point, c'est la modification sur des ressources. Donc, ça pourrait être, par exemple, d'updater encore une policy sur un S3. Par exemple, la policy du S3, la resource-based policy, finalement, sur ce S3-là, je veux, par exemple, que tel user, même, par exemple, pourrait dire, sur une policy de S3 bien précise, je veux qu'un user externe ait accès en lecture et en écriture. C'est super intéressant parce que ça veut dire que moi, en tant qu'attaquant, après, j'ai même plus besoin d'avoir des comptes ou des accès sur ce compte AWS là, juste mon compte attaquant, mais j'ai autorisé mon compte attaquant à lire le S3 via les features de cross-account dans AWS, et n'importe quand, je peux aller relire ce bucket AWS. C'est intéressant, par exemple, ce genre de choses pour des buckets qui vont gérer, je sais pas moi, de la backup ou qui vont gérer du code, par exemple. Genre, on a déployé une lambda et la lambda va chercher son code dans un S3. C'est intéressant parce que moi, j'aimerais bien, en tant qu'attaquant, avoir le code qui est toutes les semaines, tous les jours mis à jour de mon application, par exemple, et qui est lu là-bas. C'est super intéressant. Donc, et éventuellement, si même j'ai les droits en écriture sur ce S3 bucket, c'est plutôt intéressant parce qu'en termes de persistance et de backdoor, je peux remettre ma backdoor tout le temps quand je veux, la modifier quand je veux, et j'ai accès uniquement à cette chose-là. Donc c'est intéressant parce que c'est des accès qui sont c'est vraiment genre un peu comme nucléaire, quoi. C'est vraiment un petit accès à un endroit bien précis sur une policy d'un S3 bucket qui potentiellement est pas toujours revu et pas forcément détecté au niveau de la modification de sa policy. Donc ça, c'est un peu sneaky et c'est sympa en général pour les leçons de privilège. L'autre point, c'est updater ou mettre à jour des ressources. Donc, on peut update, par exemple, une fonction lambda. C'est un exemple, ce qu'on voit souvent. La permission, c'est lambda update function code. Dans ces cas de figure-là, on va update la fonction lambda. Ce qu'on va faire dans ces cas-là aussi en général, c'est qu'on va aller chercher l'access token en fin de compte avec lequel la fonction lambda est renée, en règle générale, pour aller justement récupérer les droits de la fonction lambda. Si on a accès à une fonction lambda qu'on peut l'updater, très clairement, la prochaine étape, c'est d'aller récupérer l'access token de les droits qu'elle a. La fonction lambda, en général, ont plus de droits on va avoir plus de droits que ton utilisateur initial, potentiellement que tu as compromis, et elle va peut-être pouvoir aller lire des secrets, elle va peut-être pouvoir aller lire des buckets S3 bien précis, ou écrire des buckets S3 qui sont intéressants pour toi. Donc ça, c'est intéressant au niveau de ce point d'évaluation de privilège-là, en fait, d'aller updater en fin de compte une fonction lambda. Ce que je vois aussi pas mal et qui est intéressant, c'est d'aller créer une instance EC2. Donc, tu bootes une nouvelle instance EC2, ou alors tu as une instance EC2 qui existe déjà, mais tu vas ce qu'on va faire en fin de compte, on va appeler ça un pass role. C'est-à-dire que tu vas en fin de compte
faire passer finalement, de configurer un rôle à l'instance EC2. Donc potentiellement, elle a déjà un rôle, c'est pour ça qu'en général, on en crée une nouvelle. Mais tu en crées une nouvelle, donc il te faut deux permissions, il te faut le EC2 run instance et le IAM pass role. Si tu as ces deux permissions-là, maintenant, tu peux créer une nouvelle instance EC2 et tu vas lui passer un rôle bien précis. Franchement, c'est la même logique que les managed identity tout à l'heure. C'est vraiment pareil. On va passer un rôle bien précis et du coup, après, on va utiliser l'instance EC2 avec le rôle, en fait. Et on va utiliser, par contre, le rôle qu'elle a défini. Et en général, on passe un rôle, admin à l'instance EC2 ou assez élevé. C'est un peu l'idée. Dans AWS, ce qu'il y a de très très spécifique, moi je trouve, c'est aussi pour l'évasion de privilèges, c'est la fonction qu'on appelle de assume role. C'est le fait de pouvoir assumer un rôle en fait en tant qu'un utilisateur. Donc, par exemple, on crée un rôle et on va créer un rôle qui va s'appeler DevOps par exemple. Donc c'est le rôle DevOps. Le rôle DevOps, il peut par exemple modifier le pipeline CI/CD et il peut par exemple déployer des fonctions dans lambda et écrire dans un bucket S3 bien précis. Ce rôle-là, en fin de compte, je veux que, par exemple, seulement des développeurs bien précis dans mon équipe de développement puissent l'utiliser. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais dire, OK, je vais permettre via le service AWS, le service STS, je vais permettre de dire, via le service STS, j'autorise, en fin de compte, ces users, par exemple, ces 3 comptes de mon équipe de développement, à assumer le rôle. Ce qu'ils vont recevoir, eux, c'est ce qu'on appelle un temporary ou un short-lived credentials, c'est-à-dire qu'au moment donné où ils vont récupérer ce rôle, en fin de compte, ils vont faire une demande via le service STS, et ils vont dire, moi, service STS, je veux assumer le rôle, j'ai le droit, puisque dans la policy du rôle, il y a marqué que j'ai le droit de l'assumer, moi, en tant qu'utilisateur, je veux assumer ce rôle. Donc, dans ces cas-là, le service STS va leur fournir un short-lived credentials. C'est des credentials qui ont une durée de vie plus courte. C'est comme des access tokens, un petit peu. Ça commence pas par AKIA, mais ça commence par ASIA. Hein. Mais c'est réellement la même idée. C'est des access tokens avec une durée de vie vraiment plus basse. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en élévation de privilèges, très souvent, ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est que si on a la possibilité d'aller modifier cette policy, on va en fin de compte modifier la policy pour mettre notre user à nous. Et on peut même mettre un truc encore plus sneaky. On peut mettre en fin de compte dans la assume role policy, dire je veux carrément que ce soit un compte externe. C'est-à-dire que c'est le compte AWS de l'attaquant. Ce sera tel user, par exemple, ce sera Clément dans l'autre compte externe AWS qui pourra assumer ce rôle. C'est-à-dire qu'en tant qu'attaquant, je peux, depuis l'externe, appeler le service STS, dire je veux assumer ce rôle en donnant ce qu'on appelle le ARN dans AWS, c'est l'identifiant en fait du rôle, dans lequel il y a le numéro du compte AWS de la victime, il y a le nom du rôle, et te dire, moi, je veux l'assumer, je suis Clément depuis ce compte externe AWS. Et vu que c'est défini dans la policy, assume rôle, j'arrive à l'assumer et je récupère les short-lived credentials. Et avec les short-lived credentials, je peux récupérer du coup les droits du rôle. Donc, par exemple, on avait dit tout à l'heure, lire le S3 buckets, accéder au CI/CD code pipeline. Donc ça, c'est aussi un truc assez intéressant. Toujours pareil, tu vois, quand j'en parle, ça fait écho à de l'évasion de privilèges, mais aussi à de la persistance, parce que du coup, c'est aussi intéressant pour de la persistance. Dernier petit point dans AWS, évidemment, il y a le truc assez classique avant le dernier point, mais il y a le truc assez classique on a un accès à une instance EC2, donc une machine virtuelle, d'aller targeter en fin de compte ce qu'on appelle le instance metadata service. Donc c'est la fameuse IP en 169.254, 169.254, qui est en fin de compte une REST IP non routable, qui est en fait ce qu'on appelle dans AWS la IMDS, instance metadata service, et qui permet en fin de compte d'aller récupérer en fait les access tokens de par exemple l'instance EC2 et d'ensuite les réutiliser pour être une instance EC2 avec ses propres droits. Donc ça, c'est une déviation de privilège. Ça peut aussi être catégorisé en tant que credential access si on suit le Mitra attack, mais c'est un peu l'idée. On va récupérer en compte des credentials d'une machine virtuelle via l'instance metadata service. Évidemment, cette technique de récupérer des access tokens ou une identité depuis le instance metadata service et le 169.254, c'est pas propre à AWS. On peut aussi le faire dans Azure, on peut aussi le faire dans GCP. C'est à peu près tout pour AWS. C'est vraiment, il y a beaucoup plus de choses. Après, il y a des techniques de privesse, il y en a plein. Un très bon tool, notamment pour checker un peu ces capacités de privesse qu'aurait un compte que tu aurais compromis dans AWS. Rhino Security, on fait beaucoup de recherches sur AWS et GCP. Donc à chaque fois, je vous invite à aller vous checker leur blog. Vous faites Rhino Security et puis /AWS/GCP, vous aurez tous les articles de référence, très bon.
Ils ont fait un truc qui s'appelle AWS Escalate pour AWS. Sinon, tu as le framework aussi Pacu, c'est eux qui l'ont fait, PACU, qui est un framework vraiment qui fait pas que de l'élévation de privilèges, qui fait aussi de la persistance, defense bypass, cruncher access. Ce serait un petit peu, c'est un petit peu, si je devais comparer Pacu, à quoi on pourrait le comparer, je sais pas trop. C'est pas vraiment, non, c'est pas du Metaslot, c'est des exploits, mais entre guillemets, t'as plein d'actions possibles avec Pacu qui sont dans AWS, et ça va de mouvement latéral, discovery, privilege escalation, persistance et autres. Ensuite, tu as un tool qui est super cool dans AWS qui s'appelle PMapper, c'est NCC Group qui l'a fait. Et à la même image que Azure Arm, en fin de compte, PMapper, ça permet de mapper en fin de compte les permissions, les différentes permissions via les policies sur différentes ressources. Super intéressant, c'est visuel en fait, donc c'est aussi super intéressant. Et puis après, évidemment, toujours pareil, hein, comme pour Azure, la CLI AWS, genre référence, parce que honnêtement, tous les tools, en fin de compte, qu'ils sont c'était là quasiment, ils vont être majoritairement faits en Python. Pourquoi Python? Parce qu'on a une librairie qui s'appelle Botocore ou Boto3, qui est une librairie en général qu'on va importer et dans nos scripts Python et qui en fait permet de créer des sortes de clients AWS pour aller requêter de la ressource ou de l'IAM ou des choses comme ça. Donc très clairement, c'est soit du Python avec la librairie Botocore, soit AWS CLI. À la fin, dans les logs, c'est pareil. Hein. Quand on utilise la librairie Python Boto3 ou AWS CLI, on aura les mêmes logs. On n'aura pas de choses différentes. Donc c'est ça qui est important. On va passer à GCP maintenant, rapidement. GCP, c'est la même logique que AWS. Ça dépend très très fortement du modèle IAM et des permissions. En règle générale, dans GCP, on va plutôt aller target un service account, ou on va plutôt compromettre un service account, mais on peut aussi compromettre un user dans GCP. À savoir que GCP ne gère pas les users. Les users, en fin de compte, dans GCP, sont importés depuis Google Workspace. C'est-à-dire qu'on a notre annuaire un peu, entre guillemets, Active Directory ou LDAP, je sais pas comment, un peu, dans Google Workspace. Et on va, en fait, dans GCP, dire, je veux que ce user-là, dans mon organisation Google Workspace, par exemple, il ait tel rôle ou telle permission dans GCP, sur des ressources cloud. Mais sinon, si on va dans le service IAM, dans GCP, on a initialement que des services accounts. C'est vraiment que des comptes de service. C'est important, on va voir pourquoi tout à l'heure aussi, mais c'est important parce que ça veut dire qu'en règle générale, les attaques vont quand même plus majoritairement se faire sur des services accounts, et aussi les techniques d'évasion de privilèges vont être plus liées à des services accounts. Ce qui est important dans GCP, c'est un peu comme dans Azure, c'est qu'au tout départ, dans GCP, on avait aussi des rôles primitifs. On avait 3 rôles primitifs, et c'est assez important parce que c'est des rôles qui sont aujourd'hui utilisés dans les évaluations de privilèges, justement, et dans les méthodes de persistance. On avait comment ça s'appelle? Donc les primitive roles. On avait le rôle editor, le rôle owner d'abord, qui est le owner tout en haut, le rôle editor, qui correspond à un contributeur, un peu dans Azure, et le rôle viewer. Donc on avait ces 3 rôles. Ou Azure, on en avait 4. Là, on en a 3 uniquement, owner, editor et viewer. Et en fait, ces rôles-là, basiques ou primitifs, sont vraiment, comme on dit, overly permissifs, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop de droits. Dans les nouvelles, le editor, quand j'ai listé la dernière fois les permissions qu'il avait, il y en avait genre plus de 7000. Donc, savoir que les permissions sont assez élevées et qu'il y a des droits, par exemple, le rôle editor a, par exemple, une permission sur les services accounts, qui est en fait une permission qui permet de faire de la privesc. Donc, en fait, à partir d'un moment donné où t'es au milieu, là, le deuxième rôle editor, t'es quasiment sûr de pouvoir élever tes privilèges. Parce que quand t'es editor, tu vas pouvoir jouer sur les services accounts ou les clés des services accounts, créer des nouvelles clés sur les services accounts, et du coup, récupérer en fin de compte l'identité de ces nouveaux services accounts. Donc, compromettre d'autres services accounts, qui eux, potentiellement, ont beaucoup plus de droits. Donc là, on a parlé seulement des rôles basiques, primitifs. On a aussi après les rôles prédéfinis, qui sont des rôles finalement créés par Google, en fin de compte. Ces rôles créés par Google, ça va être par exemple Virtual Machine Administrator ou des choses comme ça, assez classiques, comme un rôle Virtual Machine Contributeur dans Azure RM, par exemple. Et on a ensuite les custom roles, qui sont créés par l'utilisateur. Quand l'utilisateur crée un custom role, il crée un rôle, il donne le nom, et il va sélectionner les permissions une par une en fonction du service. Donc il va dire par exemple, tiens, je veux que ce rôle-là,
il joue sur du Google Storage et de la virtual machine. Donc, il sélectionne le service storage et virtual machine. Et là-dedans, il va vraiment sélectionner à la main son droit. Est-ce que je veux qu'il puisse lancer une machine virtuelle? Est-ce que je veux qu'il puisse la configurer? Est-ce que je veux qu'il puisse agir au niveau du réseau de la machine virtuelle? Et il sélectionne. Donc, ça fait vraiment des rôles très, entre guillemets, très custom, très cisaillés en général. Et c'est vraiment ce qu'on cherche finalement. C'est des rôles qui sont vraiment list privilèges, quoi. Donc, c'est important. Ce qui est important aussi dans GCP, c'est qu'il y a l'idée d'héritage, inheritance, qui fait qu'en fin de compte, un rôle qui a des permissions sur, par exemple, une organisation. Dans GCP, il y a organisation, projet, folder, et puis les ressources. Si on a un rôle qui a des permissions sur une organisation, bah, il aura forcément des permissions sur tout ce qui est en dessous. Donc c'est important aussi. Donc ça, c'est un peu le 101 GCP, hein, les rôles, les permissions. Il y a toujours l'idée, tu as dit tout à l'heure, de voler un access token depuis une instance metadata service. Donc on compromet une machine virtuelle, une compute engine, parce qu'ils ont tous des noms différents. Une compute engine sur GCP, on compromet, on a accès à un access token. Ce qu'on fait la majorité des cas, nous, c'est que par exemple, on se rend compte qu'on a un compte de service qui a la permission qui s'appelle IAM Service Account Act As. Donc Act As agit en tant que, enfin agit pour finalement impersonnifier, qui va nous permettre en compte d'agir en tant qu'un service account. Et l'idée de ça, en compte, c'est d'aller justement en tant qu'un service account initial 1, pouvoir agir et devenir le service account 2. Potentiellement, ce service account-là a plus de droits. C'est quelque chose d'assez classique, qu'on voit assez souvent. On a aussi l'exploitation du rôle primitive rôle editor. Parfois, on a des services account avec ce rôle primitif editor qui est mis, qui a un rôle vraiment trop permissif. On est sûr avec ce rôle-là de pouvoir évoluer au privilège, hein, à chaque fois. Là où c'est différent aussi dans GCP, où c'est compliqué parfois, c'est que on a un user ou on a un service account, on lui donne un rôle, mais on peut aussi, et dans GCP c'est très compliqué, donner des permissions à un service account ou à un user sur des ressources. Mais quand on est dans le modèle IAM de GCP, on prend un user, on ne saura jamais par exemple qu'il a des droits sur telle machine virtuelle. Il va falloir aller sur la machine virtuelle, sauf s'il a le rôle Virtual Machine Administrator, par exemple. Mais s'il a des permissions spécifiques sur une machine virtuelle, il faudra aller sur la machine virtuelle, donc il faudra aller sur la ressource pour pouvoir lister les permissions de la ressource et vérifier que dans la policy de la permission de la ressource, le user est bien cité et qu'il a tel droit. Donc, ça donne aussi des capacités pour un attaquant de persistance, de privesse, de se dire, bah tiens, moi je vais rester ici un peu caché au niveau de cette fonction ou ce storage-là, je vais me donner des droits et personne ne les revoit. C'est important parce que ce rôle éditeur primitif, en général, on le met sur le user service account. Mais le rôle aussi éditeur, c'est le rôle par défaut aussi qui est fourni quand on crée une nouvelle machine virtuelle. Dans GCP, tu démarres une machine virtuelle, tu démarres un compute engine, il va avoir de base l'identité, comme une managed identity, hein, dans Azure, il va avoir de base le default compute service account. Default engine compute service account. Ce qui veut dire, en compte, il a de base un compte de service qui est géré par GCP. Et ce compte de service, de base, il a le rôle éditeur. Donc, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que tu lances une machine virtuelle. La machine virtuelle, déjà, elle a le deuxième niveau de privilège avec un rôle primitif qui a 7000 permissions, beaucoup trop privilégié. Heureusement pour ça, GCP, ils ont inclus, tout est basé sur du OAuth, hein, derrière. Mais GCP, heureusement pour ça, ils ont restreint le scope OAuth pour ce default service account. Ce qui fait qu'il a, oui, il a le rôle éditeur et les 7000 permissions, mais elles ne sont pas toutes effectives. C'est ça qui est important. Mais tout de même, si tu compromets une machine virtuelle qui a, comme la majorité des cas, c'est toujours le cas, le default compute service account, qui a ce rôle éditeur, tu as quand même la capacité, par exemple, dans ton même projet GCP, ton projet c'est un peu ton compte AWS, hein, qui a dans ce même projet GCP la capacité d'aller lire tous les stockages. C'est-à-dire que la machine virtuelle, même si GCP ils ont restreint, ils ont quand même laissé la capacité à la machine virtuelle d'aller lire tous les stockages dans ton projet. Donc c'est un peu grave parce que parfois tu peux imaginer que, par exemple, imaginons que tu es même du Kubernetes, mais derrière ça va être une machine virtuelle. Elle aura un rôle éditeur qui va être déployé par défaut. Enfin, elle aura le default service account avec le rôle éditeur qui va être déployé. Oui, ça va être resté au niveau du scope OAuth, mais ton node Kubernetes, il aura quand même la capacité d'aller lire tous les stockages de ton projet. Potentiellement, ton projet, t'as des stockages sur lesquels tu veux pas qu'il ait accès.
c'est un peu trop, c'est overly permissive. Donc c'est une élévation de privilège, clairement. Si tu donnes à ta machine virtuelle le droit d'aller lire tous les stockages, je pense que peu de monde savent que quand tu donnes le default service computer account à une VM, ils savent qu'il y a le rôle editor, mais ils savent pas, même ils pensent que c'est restreint, parce que c'est ce qui est marqué dans le doc GCP, c'est restreint. Mais quand tu regardes bien, ils ont quand même accès à tous les stockages. Ça, c'est un des chemins qu'on utilise souvent. Un autre chemin qu'on utilise aussi, c'est la capacité qu'on a parfois, si on a la capacité d'ajouter une clé SSH, on a la capacité d'ajouter ce qu'on appelle une clé SSH au projet. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'organisation, les folders, qui sont des OU, les projets, et en dessous, il y a les ressources. Donc les VM et les stockages. Quand on est en tant qu'attaquant, si on arrive à ajouter une clé au projet, toutes les machines virtuelles qui vont être runnées auront la clé SSH intégrée dans la machine virtuelle directement. Donc c'est un sacré moyen d'évasion de privilèges, mais de persistance aussi, c'est pour ça que c'est très, très lié. C'est pour ça qu'on fait des épisodes séparés, parce que sinon ce serait trop compliqué. C'est vraiment intéressant pour un attaquant, justement, c'est d'aller ajouter une clé SSH à ce qu'on appelle au project metadata, donc au metadata par contre du projet. Et chaque machine virtuelle après qui va être runnée dans ce projet-là, on va automatiquement directement lui ajouter la clé SSH. Pratique pour les admins, pratique pour les attaquants. Avant-dernier petit point, c'est le implicit delegation. Implicit delegation, c'est quoi? C'est en fait la possibilité qu'à un service account, dans ce cas de figure-là, on a 3 service accounts qui sont en jeu. Le premier service account, il a la capacité de... je reviens sur moi. Le premier service account, en fin de compte, il a la capacité, il a ce qu'on appelle le implicit delegation sur le service account B. Donc on a le service account A qui a la permission implicit delegation. Le service account B, lui, il a beaucoup de droits, par exemple, ou il a un droit, par exemple, de run des machines virtuelles ou peu importe. Étant donné que le A, il a implicit delegation sur le B, en fin de compte, le A, en fin de compte, peut récupérer via le B, en fin de compte, toutes les capacités qu'a le service account C. C'est vraiment un peu un chemin indirect comme ça d'évasion de privilèges. C'est pas trop, je l'ai rarement vu utiliser quand même cette permission de implicit delegation, mais parfois, j'en parle, parfois en CTF c'est utilisé ou dans les challenges c'est utilisé. Donc on met un droit implicit delegation, on sait pas trop ce que ça veut dire, on se dit bon, implicit delegation, d'accord. En fait, il faut aller plus loin, il faut se dire ok, il a implicit delegation sur le service account B, mais B lui, il a des droits sur quoi en fait. Et c'est là qu'il faut aller chercher en compte, il faut aller chercher et lister, puisque comme je dis tout à l'heure, il faut parfois aller sur chaque ressource dans GCP pour savoir, par exemple, est-ce que le service account B il a des droits sur une ressource. Et là, tu te rends compte que le service account B il a des droits sur une ressource. Ah, donc depuis A, je peux utiliser B pour aller à la ressource. Ça, c'est voilà, l'évasion de privilège indirecte. Et le dernier point, je dirais, dans GCP, c'est on parlait tout à l'heure du chemin qu'on avait entre Azure, AD et Office 365 avec la Graph API. C'est la même chose dans GCP. On appelle ça le Domain-Wide Delegation. C'est la possibilité, en fin de compte, de dire je veux que mon service account dans GCP, par exemple, tu configures dans Google Workspace après, je veux que mon service account dans GCP, il ait la possibilité d'aller impersonnifier n'importe quel utilisateur dans mon Workspace pour accéder, par exemple, à ça, ça et ça. Quand je dis le ça et ça, c'est des scopes au hôte. C'est par exemple Gmail, Drive, Agenda, peu importe. Ça s'appelle Domain-Wide Delegation. Comment ça peut être abusé? Si tu compromets un service account qui a les droits justement Domain-Wide Delegation, tu vas pouvoir en fin de compte aller impersonnifier, utiliser les API Drive et Gmail pour aller dumper. Par exemple, tu dis moi je prends tel user, tu vois, et je dump tous ces emails, je dump tous ces OneDrive, je télécharge toutes ces pièces jointes. J'envoie un mail en tant que user, par exemple aussi. Je upload des fichiers dans le OneDrive du user, dans tel fichier. Je upload voilà. Donc, tu as vraiment beaucoup de capacités. J'ai fait un blog post là-dessus, ça s'appelle GCP Domain-Wide Delegation Abuse. Puis, il y a un tool aussi qui s'appelle Delegate, que j'ai fait, qui est justement le tool qui permet de faire cet abus en fait de Domain-Wide Delegation. Et le tool te permet, par exemple, d'aller envoyer un email en tant que user, d'aller... en fait, t'abuses en tant qu'un service account, n'importe quel user, avec un access token bien précis, t'abuses et tu peux aller accéder à toutes les API, Drive, Gmail et autres. Donc c'est plutôt assez intéressant. En termes de tool, il y a un bon tool de Rhino Security Lab pour GCP qui s'appelle Privesk Scanner. Évidemment, le blog post de Rhino Security Lab aussi est très bon là-dessus. Moi, j'utilise aussi principalement la command line gcloud, qui est vraiment très très utile.
le tool delegate, là, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, un petit peu, que vous voulez aller voir dans Workspace qu'est-ce qui se passe, bah, c'est intéressant. Et puis sinon après il y a des très bons blog posts aussi de recherche, notamment il y a le blog post de la Red Team de GitLab qui est très bon pour GCP, qui s'appelle Plundering GCP Escalating Privileges. Et là, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'ils prennent bien le temps d'expliquer toutes les capacités. Ils ont créé des tools aussi, assez intéressant. Comme je dis, beaucoup de recherches aussi de la part de Rhino Security Labs. Et puis aussi, éventuellement, le blog de Nick Frichette, qui est un chercheur chez Datadog, je crois, en cloud security, qui a le blog qui s'appelle hackingthe.cloud. On mettra les liens dans la description. Hein, et qui vraiment est un bon blog post, un bon blog sur GCP, AWS, Azure et les exploitations. Puis évidemment, après, je pense que tout le monde connaît, ceux qui font du pentest, du hacking, le blog de Hacktrix aussi, éventuellement, il y a aussi des mentions. Il y a une partie cloud. Moi, j'ai mon repo, si vous voulez jeter un coup d'œil. Offensive Cloud. On mettra tous les liens, je pense, dans la description. On sera complet. Absolument. Voilà. C'est à peu près le tour. C'est un peu les choses spécifiques, on dira, de chaque environnement. Évidemment, c'est assez délicat, je trouve, toujours de parler de déviation de privilèges dans un environnement cloud, parce qu'on est vraiment lié un peu à qu'est-ce qu'on peut faire. Très souvent, on fait par exemple du Purple Team avec des clients et on leur dit, voilà, on veut détecter si vous détectez, je sais pas moi, par exemple, telle technique d'évaluation de privilèges. Et on leur dit, ok, bah, pour ce faire, donnez-nous tel droit. Et ils ont du mal à comprendre. En général, ils disent, bah non, mais on va pas vous donner les droits, sinon forcément vous pouvez le faire. On dit, ouais, mais c'est pas le but. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est de détecter si vous êtes en mesure de détecter ça, en fin de compte. Par exemple, la dernière fois, c'était créer un nouveau mot de passe pour un service principal. Truc vraiment qu'on voit dans toutes les attaques cloud Azure, vraiment classique, maintenant vraiment utilisé pour persister ou pour Privesk. On leur dit, voilà, il nous faut tel droit sur l'application. Ils nous disent, ouais, mais les droits sont trop élevés, là on vous donne trop de droits. On dit, mais en fait là c'est pas l'objectif. L'objectif c'est pas de se dire est-ce qu'on a trop de droits, est-ce qu'on arrive à prendre les droits. L'objectif c'est de se dire si demain on crée un mot de passe pour le service principal, est-ce que vous le détectez? Est-ce que vous voyez rien? C'est-à-dire que si quelqu'un persiste chez vous, est-ce que vous le voyez? Et c'est ça, en fin de compte, l'idée. Donc c'était du Purple Team évidemment. Mais c'est vrai que l'idée des délégations de privilèges dans le cloud est un peu différente du on-premise. Parfois, elle est difficile à comprendre, mais honnêtement, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, extrêmement importante. C'est pour ça aussi, quand on fait des pentests classiques dans les environnements cloud, on prend toujours 3 positions, nous. On commence en externe, totalement en externe. Après, on se met en interne avec du assume breach. On dit, bah tiens, tel compte développeur, qui est pas full admin évidemment, il a fuité. Ou telle VM, par exemple, elle est compromise. Elle est exposée en externe sur Internet, bah elle est compromise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est intéressant parce que on n'a pas seulement le full black box où peut-être parfois on va pas pouvoir faire grand chose, où on va être bloqué. On a aussi la vue de l'interne avec une menace interne ou avec une ressource qui est compromise et les capacités qu'on peut avoir, tu vois, par exemple. Et c'est là qu'on va avoir des défauts de configuration. Parce que finalement, l'élévation de privilèges dans le cloud, oui, il y a des vulnérabilités qui sortent parfois. On a eu le Cosmos DB, des trucs comme ça. Mais en règle générale, ces vulnérabilités sont patchées par les éditeurs cloud très rapidement. Elles sont disclosées par les chercheurs, patchées, puis annoncées. Donc, t'as pas possibilité de les exploiter comme un système Windows qui a une CVE et le client a pas déployé le KB et puis finalement tu peux l'exploiter. C'est pas pareil. T'as pas non plus, en général, de vulnérabilité réseau qui ont pour la période de Privesk. Tu vas pas pouvoir aller empoisonner les trames LMNR ou NetBIOS, par exemple. Tu vas pas pouvoir faire du DHCP spoofing, des choses comme ça. Sauf si tu es au niveau réseau vraiment pur et que ils t'ont donné accès à un virtual network et puis tu as toutes les VM. Dans ce cas-là, c'est un test interne un petit peu plus. Donc finalement, c'est ça de se dire, c'est que il y a des choses qui sont pas possibles et il faut partir avec ce que tu as, en fait. Et c'est vraiment ça l'idée du cloud et des évaluations de privilèges dans le cloud, c'est pars avec ce que tu as et vois jusqu'où tu peux aller. Mais pour ça, il faut quand même connaître un peu les techniques et les capacités que tu as avec telle ou telle permission, tel ou tel rôle qui est trop permissif et autres. Voilà. Ouais, ben c'est justement de trouver le chemin pour se rendre jusqu'à l'élévation. Là. Ces chemins-là sont différents, tu l'as très bien démontré. Mais il reste qu'il y a des logiques qui sont les mêmes, là, un peu que je parlais des domaines admin de l'ancien monde d'NT4. Bon, on avait des stratégies qui se ressemblent. Dans ce cas-ci, c'était dans un usage légitime-ish qu'on faisait. Mais il demeure encore ces éléments-là de voir comment on peut triturer un peu puis de manœuvrer dans ces différents éléments-là et de complexité. Puis même si tu mentionnes qu'AWS c'est un peu moins compliqué, il demeure que l'imbrication demeure un piège dans lequel on peut tomber et justement donner
un peu trop de privilèges. Je te remercie énormément pour ce grand tour d'horizon sur l'évasion de privilèges quand même. Puis je pense que c'était une bonne idée de séparer puisqu'on a déjà fait plus qu'une heure juste sur cet élément-là. On va pouvoir s'attarder à la persistance avec la même intensité prochainement. Et puis on va mettre les ressources, je pense, dans le lien du podcast. Parfait. En plus. Merci Super. beaucoup. Merci à toi.